Bienvenue à tous. Merci d'être au rendez-vous. Je suis Carmen Févillier, heureuse de vous retrouver. La République démocratique du Congo, sous-sol stratégique, loi fragile. Le géant de l'Afrique centrale possède l'un des sous-sols les plus riches du monde, cobalt, cuivre, lithium, des minerais cruciaux pour l'industrie mondiale, de la tech à la transition énergétique. Mais cette richesse alimente aussi conflits, exploitation et expropriation, notamment dans l'est du pays en guerre. Dans ce contexte, le droit et la justice peinent à protéger les populations locales face aux abus et aux puissances économiques, alors que Kinshasa discute d'un accord minier de plusieurs milliards de dollars avec les États-Unis. Les critiques dénoncent une nouvelle mainmise étrangère. Quelles sont les règles qui encadrent l'exploitation minière dans ce pays, à qui profitent vraiment les ressources congolaises? Maître Esther Rose Lufuta Bitwaga, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, avocate au barreau auprès de la Cour de Kinshasa-Gombe, agréée en mine et carrière, répond à nos questions. Bonjour maître, bienvenue. Bonjour, Madame Févillier. Bienvenue et merci encore, malgré vos occupations, d'être connecté, d'être connecté avec nous sur Global Africa Télé Sud et 3 en Afrique, l'émission que je présente pour parler des lois qui encadrent les mines en RDC. Alors maître, je rappelle que vous êtes, comme je l'ai dit en début d'émission, inscrite au barreau près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe depuis 2002. Vous êtes licencié en droit privé judiciaire de l'Université de Kinshasa. Vous êtes mandataire, agréé en mine et carrière depuis 2003 et mandataire également en propriété intellectuelle depuis 2011. Vous avez pris une part active aux réformes du cadre légal, fiscal, douanier et de change du secteur minier congolais. Vous avez également pris part à des travaux de révision du code minier en 2002 qui ont abouti à la loi modifiant et complétant le code minier de 2018. Vous êtes auteur de plusieurs publications en droit minier, droit fiscal et en droit des affaires. Voilà, j'ai dit droit fiscal, ce n'est pas le droit fiscal, plutôt le droit de la publicité. Voilà, j'aime bien le droit fiscal. Alors maître, encore une fois, bienvenue. Merci. Bienvenue. Alors maître, l'accord minier, quel est le but de cet accord minier que nous attendons entre la RDC et les États-Unis? D'abord, il faudrait savoir s'il y a eu un accord. Et jusque-là, les gens fustigent un accord que personne n'a vu jusque-là. Est-ce qu'il y a eu un accord? Nous ne savons pas. Personne ne saurait le dire avec certitude. Peut-être un protocole d'accord. Et même alors, si il y aurait eu un protocole d'accord entre, on ne sait pas, entre la République démocratique du Congo et avec les États-Unis, ou bien la République démocratique du Congo, un groupe d'entreprises américaines, personne ne sait le dire. Jusque-là, ce ne sont que des supputations. Aucun accord qui a circulé à date. Et si on doit se fier aux déclarations de l'envoyé spécial du président des États-Unis, l'interview qu'il avait donnée au sortir de l'audience que lui avait accordée le chef de l'État, on peut raisonnablement penser qu'il n'existe pas encore d'accord. Il n'existe pas encore d'accord, mais on pourrait parler de pourparlers. Il n'existe pas de contrat signé. On pourrait parler de pourparlers de projets. D'accord. Et donc, quand on lit la presse, ces prétendus accords ont été suspendus. Et maître, qu'est-ce que cela révèle selon vous et quelles sont les garanties juridiques qui devaient être exigées avant toute reprise des négociations de ce prétendu accord? Pourrait-on discuter de quelque chose que l'on n'a pas vu? Comment pourrait-on exiger des garanties alors que l'on à la reprise des négociations, alors que 6 feuilles de route, il y a 6 protocoles d'accord où MOU a été signé, si cela n'a pas été rendu public, l'on est dans l'impossibilité de faire même des propositions. Dans l'impossibilité de... Est-ce qu'on peut faire une projection, maître? En cas de signature d'un accord, par exemple, est-ce qu'on pourrait faire une projection? Il faudrait savoir quel est le montage juridique
Oui. L'accord à conclure. Est-ce que, comme je le disais tantôt, l'accord lierait la République démocratique du Congo, ce serait un accord bilatéral entre États, d'un côté la RDC, de l'autre côté les États-Unis d'Amérique, ou bien un accord entre la RDC et un groupement d'entreprises publiques ou entreprises privées américaines. Donc, les seules garanties que l'on serait en droit que la population serait, l'opinion serait en droit de réclamer serait de s'assurer que l'accord ne soit pas léonard, qu'il y ait un équilibre entre... Qu'il y ait un équilibre, oui, justement. Oui, qu'il y ait un équilibre, que la RDC, que la population congolaise puisse trouver son gain dans l'accord à conclure. Mais puisque personne n'a vu cet accord jusque-là, en tout cas de manière publique, je pense que la réserve devrait être de mise. La réserve devait être de mise et donc maître, je vous ai préparé des questions par rapport à ce projet d'accord que nous attendons. C'est vrai que là déjà vous venez de dire qu'il ne fallait pas qu'il y ait une clause léonine dans ce projet d'accord. La question que je m'apprêtais à vous poser, c'était est-ce une opportunité ou peut-être plutôt un risque de brader les ressources naturelles du pays? Vous avez répondu à ça. Vous avez également dit que la population devait bénéficier justement de ce projet d'accord. Et donc, maître, on va aller directement, puisque vous le dites que vous n'avez encore rien vu. On va aller directement au droit minier. On va savoir comment la République démocratique du Congo encadre le secteur minier. Encadre le secteur minier. Et je rappelle que vous êtes mandataire agréé dans ce secteur. Et donc, maître, on va aller très vite. Il ne nous reste pas beaucoup, il nous reste un peu de temps quand même. Nous allons, comme je vous l'ai dit, on va parler du cadre légal et de la transparence. Quel est aujourd'hui le cadre légal juridique qui régit l'exploitation minière dans votre pays, maître? Bon, le cadre légal, les activités minières en RDC sont régies par le code minier, la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002. Portant code minier tel que modifié et complété par la loi numéro 18/001 du 9 mars 2018 et le décret numéro 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier tel que modifié et complété par le décret 18024 du 9 juin 2018. Donc tout ce qui concerne l'activité minière, des recherches à l'exploitation, à la production se retrouvent dans ces deux textes de loi et d'autres arrêtés complémentaires que prend le ministre des Mines de temps à autre. Alors, est-ce qu'il y a des mécanismes de transparence pour les contrats miniers? Parce que justement, maître, comme vous l'avez dit, on voit intérêt des populations. Comment se fait la transparence à travers les contrats entre les entreprises minières et la RDC? Bon, il faut déjà comprendre qu'en RDC, il n'y a presque plus de contrats. Tout le monde, avant il y avait des conventions minières. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus de conventions minières. Tout le monde, il y a un régime de droit commun. Tout le monde sollicite ses droits miniers via le cadastre minier et obtient les droits miniers. La façon de détenir les droits miniers, d'être titulaire de droits miniers, c'est de le solliciter. D'accord. Il y a le régime particulier, et même dans le régime particulier où l'on pourrait obtenir des droits miniers à la suite d'une convention. Je pourrais citer la convention liant la RDC au groupement des entreprises chinoises. La société qui a été créée pour être titulaire des droits miniers qui a été cédée dans le groupement cédé entre la GECAMINE et le groupement des entreprises chinoises a dû solliciter un droit minier. Oui, a dû solliciter un droit minier, oui. Il y a aussi la procédure d'attribution des droits miniers par le biais de l'appel d'offres. D'accord. Alors, de l'appel d'offres sur des gisements étudiés, documentés par les entreprises publiques ou bien les services
les services, les entités publiques de l'État. Donc, mais la transparence, c'est quoi la transparence dans le service minier, dans le secteur légal des miniers? La transparence procède déjà des règles d'octroi qui sont transparentes, prévisibles, prédictibles. L'on sait que lorsqu'on en introduit sa demande, ça passe par une instruction cadastrale, une instruction technique et une instruction environnementale, le cas échéant. Oui. La transparence consiste aussi, lors de l'application d'une demande au droit minier, de dire qui est le bénéficiaire ou le propriétaire réel de la société, du futur titulaire de droit minier. Oui. Et l'autre transparence, c'est qu'il est demandé à toutes les sociétés minières qui sont dans la phase de production de publier tous les paiements qu'ils font au titre de leurs activités aux différentes régies financières. Est-ce le cas, maître? Est-ce le cas sur le terrain, maître? Oui, c'est le cas. C'est le cas parce que le défaut de publication de ces données sur le site des sociétés minières, le défaut de transmission de ces rapports aux services compétents de l'administration des mines donne lieu à des sanctions, diverses pénalités, d'accord, des pénalités de divers autres et même à des astreintes qui peuvent aller qui sont de l'ordre de $1000 par jour de retard. Donc ça peut aller très vite, hein. Cela peut aller très vite et donc c'est respecté. C'est peut-être pas respecté à 100%, mais les règles existent. Les règles existent. Et l'administration des recettes fiscales est derrière pour faire respecter ces règles. Pour suivre, et avec la direction des mines. D'accord. Maître, vous avez parlé de la Chine. Quel regard portez-vous justement sur la renégociation des contrats miniers entre la RDC et ses partenaires, notamment la Chine que vous venez de citer par exemple? Ce que je pourrais dire, c'est que la renégociation, si les parties ont accepté de renégocier et les parties sont arrivées à un accord, il faut simplement comprendre que les conditions de la conclusion de l'accord en 2008 oui. n'étaient pas les mêmes en 2023-2024. D'accord. En 2008, il n'y avait rien, il n'y avait aucune connaissance. D'accord. La RDC a dû signer des accords en tenant compte du contexte à l'époque, de la crise, la RDC qui n'était pas solvable. Oui. Et donc, elle a signé dans ces conditions-là. Entre-temps, le projet, il y a eu une étude de faisabilité, le projet a pris de la valeur, il y a eu le début de la production, l'embellie des coûts, une renégociation s'avérait peut-être nécessaire du point de vue de la RDC. Oui, la donne a changé, maître. La donne a changé et il y a eu une renégociation comme dans tout contrat. Oui. Comme dans tout contrat, lorsque les conditions changent, les parties se retrouvent autour d'une table pour renégocier. Et rien de particulier, donc. Rien d'extraordinaire. Donc. D'un contrat. D'accord. Et quelle est l'ampleur, maître, de l'exploitation minière en RDC, l'exploitation illégale, je veux dire? C'est vrai qu'on en parle depuis des années, de la richesse du sous-sol, de l'exploitation illégale, avec des conséquences, comme je l'ai dit en introduction, sur l'exploitation, les guerres, les abus sur les femmes, l'exploitation des mineurs. Alors, maître, comment ça se passe aujourd'hui avec l'encadrement de l'exploitation minière illégale en RDC? Normalement, il ne devrait pas y avoir d'exploitation illégale encadrée. Elle devrait être réprimée, elle devrait être interdite. Oui. Voilà. Et nous avons l'exploitation illégale, d'une manière générale, c'est le fait des exploitants artisanaux. Parce qu'un titulaire de droit minier, il est dans son périmètre. Les exploitants artisanaux sont censés se retrouver sur une zone d'exploitation artisanale. Mais très souvent, les zones d'exploitation artisanale, ce sont des périmètres où les substances, les gîtes ne sont pas très profonds. Oui. Où l'on laisse à la population, aux nationaux, de pouvoir exploiter pour avoir aussi leur part à cette manne minérale. Et c'est dans ce cadre-là que surviennent... Allez-y, je vous prie, je vous en prie. Comme ces zones d'exploitation artisanale ne sont pas aussi riches, les exploitants vont maintenant
Les exploitants maintenant vont dans les périmètres des titulaires qui sont bien plus riches pour vont dans les périmètres des titulaires de droits miniers qui sont bien plus riches pour exploiter sans droit. Oui. En fait, il s'agit d'une intrusion dans le titre, dans le domicile d'une personne qui a reçu de l'État le droit d'exploiter sa terre, d'explorer sa terre, oui. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'il y a des abus, maître, qu'il y a de l'exploitation des mineurs, qu'il y a des abus sur les femmes, par exemple, qu'il y a des guerres, notamment à l'Est. Un titulaire de droit minier, une société régulièrement constituée, ne va pas engager des femmes, ne va pas engager des mineurs, ne va pas retrouver sous son périmètre, ne va pas être avec des militaires pour... vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Ceux qui sont dans l'illégalité, ceux qui sont dans l'illégalité, ces femmes-là sont envoyées dans des mines de force, des femmes enceintes, des femmes avec des bébés, des mineurs, sont envoyées. En fait, c'est du travail forcé. Travail forcé. C'est du travail forcé par rapport à ces femmes qui ne travaillent pas dans des conditions de sécurité requises. Ils sont exposés aux matières radioactives. Et aux accidents, maître, aux éboulements de... Cette exploitation ne se fait pas dans les règles de l'art. Les cours d'eau sont pollués, les terres sont polluées. Il n'y a aucun suivi de l'administration dans l'administration des mines, dans ces zones où il y a cette exploitation illégale. Oui. Et est-ce qu'on pourrait dire que cette exploitation illégale est beaucoup plus large que l'exploitation dite légale, maître? Elle a tendance à s'étendre de plus en plus, mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est prépondérante? Non. L'exploitation formelle. D'accord. Donc, pour ça, il faudrait avoir des chiffres précis auprès de l'administration des mines pour donner des vrais chiffres et non faire des supputations. Et donc, c'est une exploitation informelle. Hein, et puis, je pense que... Parce qu'ils n'ont pas de titres, ils ne font pas de rapports, ils ne s'acquittent pas d'État. Ils ne sont pas connus de l'État, donc, maître. Pardon? Ils ne sont pas connus de l'État, donc. Non, ils ne sont pas connus de l'État, pas de manière formelle. Pas de manière formelle. Il y a un groupe qui est là, mais l'État n'exerce pas ses prérogatives comme à l'égard des personnes qui ont des droits de manière régulière ou bien peut-être des coopératives qui exercent aussi, qui opèrent de manière régulière. Tous ceux qui sont dans l'artisanat ne sont pas illégaux. Oui. Certains sont dans le formel, mais la majorité est dans l'informel et ça donne ce que ça donne. La majorité dans l'informel et dans ce cas, maître, dans ce cas, maître, que fait l'État et que fait notamment vous, les avocats, la justice, pour améliorer la situation, justement? La protection des personnes et de leurs biens est une prérogative régalienne de l'État. Les avocats n'ont pas vocation à protéger les personnes et leurs biens. Mais dans la défense des droits, aider les personnes, assister les personnes à revendiquer leurs droits auprès de celui qui doit les protéger. Voilà, dans la défense des droits des communautés, justement. Dans la défense de leurs droits, mais je dois vous expliquer une situation qui est quand même assez complexe, la situation de l'exploitation artisanale, sans la comprendre. Oui. Quand un groupe d'artisanaux envahit un espace déterminé, l'État, en principe, a l'obligation de prêter main forte aux titulaires pour déloger ces exploitants artisanaux. Parce que lorsque l'État a octroyé un titre minier à un titulaire, il lui a dit que ce droit était exclusif. Que personne d'autre ne pouvait venir sur son périmètre. Mais il y a un facteur sociologique. Les personnes qui sont là, c'est la population autochtone. C'est la population autochtone. Ces personnes, lorsque on essaye de les déloger, cela devient un problème politique, un problème social.
Un problème politique et social. On donne les substances minérales à des étrangers et nous sommes là, on ne veut pas que l'on puisse profiter de la manne que constituent les ressources naturelles. Vous voyez un peu la situation un peu complexe de l'État qui se retrouve avec ses propres citoyens qui reprochent de ne pas les laisser avoir accès aux substances minérales. Oui. Et ce sont des problèmes sociologiques à la limite sécuritaires qui peuvent se poser si vous avez 50 000 personnes sur la route en train de manifester. Oui, un problème sécuritaire. Sans justifier cela, mais je vous donne le contexte dans lequel cela se passe. D'accord. Et donc, le contexte dans lequel cela se passe, Maître, et puisque vous ne vouliez pas, nous n'avons pas abordé le projet de partenariat entre la RDC et les États-Unis par rapport au secteur... Vous ne l'ayez pas vu, mais... Je vous comprends, Maître, mais bon, je vais vous poser une dernière question parce que nous avons légèrement dépassé le temps de notre émission. Comment la diaspora peut-elle agir dans le secteur minier? Comment la diaspora, quel rôle pourrait-elle jouer dans la défense des droits et l'amélioration justement de la gouvernance minière? Ce que vous venez de décrire à peine, Maître. La diaspora? Oui, la diaspora. L'accès aux activités minières n'est pas... exclusif à une certaine catégorie. Quiconque se sent, d'abord il faut être constitué en société. D'accord. Quiconque se sent qu'il peut exercer les activités minières, mais il n'a qu'à appliquer le code minier. Le code minier. C'est une société commerciale et aller solliciter des droits miniers en respectant les conditions. Voilà. Les activités minières demandent beaucoup d'argent. Oui. Les activités demandent beaucoup d'argent. C'est vrai, on ne fait pas les affaires avec... C'est-à-dire combien à peu près? Si quelqu'un de vivant hors de la RDC veut revenir et exploiter, combien il doit avoir dans sa poche pour son exploitation? Il n'y a pas un montant qui est prédéfini. Il doit d'abord faire les recherches. Lorsqu'on fait les recherches, il y a ces risques et périls. À ces risques et périls, Maître. Et lorsqu'on trouve un gisement, on doit réaliser une étude de faisabilité, voir si le gisement est économiquement exploitable et si les conditions de son exploitation sont rentables. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'on peut faire des projections sur le montant du financement, mais entre-temps, vous avez déjà dépensé pour arriver à ce niveau-là. Donc, vous devez quand même avoir soit des ressources propres, soit pouvoir avoir la crédibilité, la légitimité nécessaire pour aller solliciter des fonds auprès des bailleurs de fonds, auprès des institutions de crédit. Et ça, il faudrait que nous ayons une diaspora de qualité qui puisse avoir accès au secteur minier. Et vers qui devrait-on se tourner? Vers quel organisme devrait-on se tourner en RDC pour l'exploitation minière, Maître? Il n'y a qu'un seul, la porte d'entrée aux activités minières en RDC, c'est le cadastre minier. Le cadastre minier. On va au cadastre minier, on se présente au guichet, on se fait délivrer un formulaire qui est d'ailleurs téléchargeable sur le site du cadastre minier. Et le nom du formulaire? Pardon? Le nom du formulaire, le formulaire? Formulaire de demande de droits miniers. D'accord. Formulaire de demande d'octroi de droits miniers. Il y a plusieurs sortes de droits miniers. On coche le droit minier que l'on recherche. Et il y a beaucoup d'éléments qu'il faut... C'est tout un dossier à constituer, mais le périmètre, on ne vient pas dire que je cherche un droit minier. Je veux un permis minier. Vous devez être en même de le localiser. D'accord. Et vous devez être en même de dire que voilà, mon permis se trouve par exemple au Katanga ou bien dans le Haut-Ouélé. Voilà les coordonnées. Vraiment localiser et identifier. Quelle substance minérale. Voilà. Bon, merci Maître, nous avons largement dépassé le temps de notre émission, c'est dommage.
Et donc, j'espère que vous allez revenir hein, pour qu'on poursuive notre interview sur les autres points de la réglementation minière, notamment de la fiscalité minière, très intéressant. Et donc, chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt. Maître, au revoir et à très bientôt, je l'espère. Bon travail à vous à Kinshasa. Et vous avez dit qu'il pleuvait tout à l'heure. J'espère que la pluie a cessé. On espère qu'il n'y aura pas d'inondation cette fois. Oh, ben, on l'espère, on croise les doigts. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et donc, à très bientôt. Restez fidèles. Au revoir.